Louis-Alexandre de Froissart, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Ça fait un moment qu'on se connaît, qu'on se rencontre, qu'on discute. Qu'on s'évite. Oui, parce que tu as un métier bien particulier que je porte pas forcément dans mon cœur à la base, qui est le conseil en investissement financier. Et j'ai rencontré beaucoup de CIF ou de CGP, c'est un peu ses cousins, ces choses-là. Et il y a plein de problèmes dans ce métier. Et quand on va aborder la crypto, il y en a encore plus. Et voilà, et toi, tu es un peu différent, c'est pour ça que tu es là, parce que tu tournes dans l'écosystème crypto depuis un moment, un long moment. Tu t'es intéressé pour de vrai et tu t'intéresses pour de vrai à la crypto. Et voilà, du coup, on a eu matière à échanger, à discuter. Alors, déjà, pose les bases. C'est quoi le métier d'un CIF? C'est quoi un CIF? Alors en France, souvent, on a commencé comme CGP avant d'être CIF. Un CIF, c'est un des 7 statuts que peut avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, CIF, c'est issu de MiFID et puis MiFID 2. Donc, ce sont des règles qui sont arrivées après le métier de CGP. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine, normalement, c'est quelqu'un qui à la base est un courtier d'assurance, c'est-à-dire souvent il a recommandé des contrats d'assurance vie, puis d'autres produits pour une clientèle qui vient le voir pour une stratégie soit particulière, c'est-à-dire j'ai 300 000 euros à placer, est-ce que vous pouvez me trouver des placements, ou une stratégie plus globale, et à ce moment-là c'est de l'accompagnement global sur le patrimoine. Donc il y a un peu tout ça dans le métier, et globalement c'est un métier qui a tenu à fonctionner avec un modèle économique basé sur les rétrocessions de commissions, et qui est très attaché à ce mode-là, alors que nous, on n'est pas forcément attaché à ce mode-là. Dès le départ, dès la création en 2003, j'ai créé 2 structures, Montaigne Patrimoine, Montaigne Conseil. Donc, on fait depuis très longtemps des audits et du conseil. Et depuis 2014, on a franchi on a franchi une étape depuis 2014 en disant, bon, notre but, c'est que les commissions deviennent minoritaires et qu'on essaie d'aller sur des dossiers où ce sont les clients qui nous rémunèrent pour que nos intérêts soient alignés. Et depuis 2014, la plus grosse croissance dans les 2 sociétés, c'est Montaigne Conseil, avec cet alignement d'intérêts avec nos clients. Parce qu'en fait, ce qu'on reproche principalement au CIF, c'est d'être un peu les lessiviers des assurances-vie. C'est-à-dire que vous avez un assureur qui propose un produit structuré, il met ce qu'il veut dedans, un truc qui fait 3, 4, 5, 6% par an, et ensuite il va voir les CIF et il leur dit, bah, écoute, va voir tes clients, et à chaque fois que tu en vends pour 100 et que tu prends, que moi je prends 10 de gestion par exemple, eh ben je t'en rends 2. Et c'est de la rétro-commission. Et du coup, le CIF arrive chez vous et vous dit, oh bah moi, mon conseil est gratuit. Et il ne vend que des choses qui lui rapportent de l'argent. Et là, on est quand même sur un exercice d'équilibrisme éthique qui est quand même... qui est délicat. On surfe là. Ouais, c'est délicat. D'ailleurs, je suis pas un saint. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même développé mon cabinet sur des rétrocessions. Confesse-toi. Donc je vais pas, donc je vais pas forcément dire que les commissions c'est mal, puisque on l'a fait, mais on a toujours cette problématique. Moi, je travaille beaucoup avec ma conscience. Et donc, quand je choisis une solution financière, est-ce que véritablement c'est l'intérêt de mon client avant le mien? Et depuis 2003, c'est un combat permanent. Au moins, quand on est dans une relation où il n'y a pas de commission, on ne se pose plus ce genre de questions et on est centré vraiment sur le débat. Sur le débat qui est le suivant, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour mon client? Et de toute façon, je serai rémunéré sur une base fixe et surtout sur une base variable, c'est-à-dire que plus le client gagnera de l'argent, plus j'en gagnerai. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Alors, c'est facile sur des gros patrimoines. Quelqu'un qui arrive avec 2-3 millions, c'est très facile de faire ça. Sur quelqu'un qui va arriver avec 200-300 000 euros, c'est pas possible aujourd'hui. Le modèle n'est pas fait pour ça. Et surtout, les Français ne sont pas prêts à payer les honoraires. Il ne faut pas non plus toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi beaucoup de confrères ne veulent pas aller sur les honoraires? Parce qu'il y a une grosse résistance. On n'est pas très raisonnable non plus. Quand un CIF vient nous dire en disant monsieur c'est 100 balles de l'heure, j'en sais rien, et ben on lui dit quand même 1 heure pourriez me la donner. Voilà. Alors que c'est quand même du travail. Donc, et c'est là autour de ces métiers de l'argent qu'il y a des vraies incompréhensions. Oui. Parce qu'on veut bien payer le garagiste, mais on veut pas payer Louis. Voilà. Alors, si, j'ai la chance. Donc du coup, Louis se fait payer par l'assureur. C'est pour ça que ces systèmes de rétro-commission aussi sont là. Oui. Parce qu'au final, c'était un moyen intelligent de dire, bah allez, les gens, tu les embêtes pas avec la facture. Et puis, moi, on s'arrange derrière. Alors, c'est pas tout à fait né comme ça. En fait, c'était parce que les produits existaient et qu'il y avait des réseaux salariés. Les assureurs avaient des réseaux salariés, les banques avaient des réseaux salariés, et donc il y avait des frais. Et pour attirer
les indépendants, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, écoutez, une partie de ces frais qu'on récupère, on va vous les rétrocéder. Alors quand c'était des fonds euros, on n'avait pas grand-chose à rétrocéder, 0,10, 0,20. Mais après, quand on a pu mettre dans des contrats tout un tas de choses, tout un tas de supports, eh bien, les rétrocessions ont augmenté. Bon, nous, on essaie quand même d'aller faire notre croissance vers les honoraires de conseil. Ça, c'est important. Et il y a un sujet qui pourrait aider, c'est un sujet gouvernemental, c'est que si les honoraires de conseil, des conseillers en gestion de patrimoine étaient déductibles des impôts, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de Français qui y souscriraient. Et ça serait mieux pour tout le monde. Indépendance du conseil, pas de frottement fiscal, alors qu'aujourd'hui, quand l'assureur prélève les frais, il n'y a pas de frottement fiscal. Donc là, il y a des choses qui dépendent des conseillers. Et si la loi disait maintenant on va limiter ou interdire les commissions, eh bien il faudrait absolument qu'en contrepartie, on ait la déductibilité des honoraires de conseil. Et à ce moment-là, si on faisait comme ça serait tout à fait envisageable. Enfin, moi, je ne serais pas opposé. Donc aujourd'hui, et on va en arriver à la crypto, parce qu'on n'est pas là pour parler de finances que traditionnelles, mais aujourd'hui, on a quand même un souci sur la gestion de l'épargne des gens. Et moi, j'ai dit pique-pendre sur les assurances vie, parce que le problème, en fait, c'est le contexte réglementaire qui force les assureurs à faire ce dont ils n'ont pas envie de faire. Quand on force un assureur avec des lois solvency à se gaver d'obligations françaises ou d'obligations à taux d'intérêt négatif, on se dit que l'intérêt de l'épargnant, c'est pas forcément le premier critère. Mais j'ai jamais vu un gars qui me dit « Ah, t'as du moins 1%, vas-y, donne-moi tout ce que t'as, je kiffe. » Donc, on a, et c'est là où la crypto va rentrer en jeu, on a un contexte historique lourd et grand parce que toute la fiscalité, tout est construit sur le système de l'assurance et de la banque. Et puis, on est sur une phase de déclin obligataire en termes de rendement et en termes de... Aujourd'hui, on éteint le patrimoine petit à petit avec des rendements négatifs. Et on a la crypto qui arrive. Et là, la crypto est complètement hors champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre dans le monde de la gestion de patrimoine qui correspond à la crypto. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et là, la plupart des gens disent, bon, on ne regarde pas, on passe notre chemin. Et puis d'autres, comme toi, se disent, ah bah quand même, c'est quand même couillon. Alors, quand est-ce que tu as vu la lumière? Alors d'abord, il y a une décision d'équipe, quand on a repris le capital avec mes salariés associés, en 2014, on a fait une journée de réflexion, et dont un des éléments de réflexion, c'était si demain, les GAFAM font un produit financier, quel est notre rôle? Voilà, on a passé une journée à réfléchir autour de ça. Et la réponse a été de dire, on a d'autant plus de crédibilité et d'intérêt, c'est-à-dire qu'on pense qu'inévitablement, si par exemple Amazon, qui fait du lending, un fonds de lending, propose ce placement à ses clients, on est légitime pour dire à la personne, oui, vous pouvez y aller, ça correspond à votre profil de risque, oui, on a regardé comment c'est fait, on a regardé toutes les informations nécessaires, et vous pouvez y aller. Donc on s'est dit, nous, conseil, on a une légitimité à conseiller sur un produit financier qui serait apporté par un GAFAM. Par contre, il faut qu'on soit en capacité de le facturer, ce conseil. Donc ça, c'est né en 2014. Ce qui fait que ça nous a ouvert des horizons incroyables. C'est-à-dire que tout ce qui n'avait pas de commission, on pouvait le proposer aux clients. Et c'est comme ça que notre métier a complètement changé. Et c'est comme ça que les gens s'imaginent un conseiller financier. Il va me trouver des trucs genre acheter des vaches dans le Cantal parce qu'il y a un rendement avec pas chez moi. De trouver des choses qui sortent des produits bancaires que le banquier a déjà dans son catalogue quand on va le voir, quoi. Oui. Alors, donc, on a ouvert totalement ces possibilités-là, et ce qui correspond bien à l'attente d'un certain nombre de clients. Il y a des clients qui sont en recherche intrinsèque d'innovation. Ils ne veulent pas faire les choses comme tout le monde, soit par principe, soit parce qu'ils sont ouverts d'esprit. Et quand, et je le cite toujours parce que c'est grâce à Gonzague Grandval que j'ai connu la crypto en 2015. Alors qui est Gonzague Grandval? Alors Gonzague Grandval, à l'époque, c'est le cofondateur de Paymium. Hein, et ensuite, il a eu d'autres aventures. On avait fait un webinaire avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, où il parle de 10 ans dans la blockchain. Et c'est passionnant. Donc il a différentes aventures qui ont été en France, en Suisse. Et aujourd'hui, il est patron de la société Scheme. C'est lui qui a opéré techniquement le LUG, un des stablecoins en euros. Et puis aussi, il a d'autres. Il travaille aussi sur des NFT, ainsi de suite. Enfin, quelqu'un de passionnant. Et en 2015, il vient à Bordeaux FinTech. Alors encore, on s'intéressait au FinTech parce qu'on n'avait pas cette barrière de la commission. Et
il nous dit, il attire notre attention sur Bitcoin. Puis il est revenu en 2016, puis après on a eu plein de gens qui sont passés en 2017, 18, 19 à nos manifestations. Ceci étant, je m'y intéressais beaucoup, mais j'avais un problème, un barrage, c'est que je n'avais pas investi. Je trouvais que c'était compliqué d'investir. Et en fait, tant que je n'ai pas investi mes premiers euros dans du Bitcoin, je n'ai jamais vraiment su ce que c'était que Bitcoin et les cryptos. J'en avais bien une idée, je voyais bien l'intérêt des 21 millions, je voyais bien le produit anti-inflation, je voyais bien la réserve de valeur, j'avais la conviction que c'était intéressant. Mais je n'étais pas allé au fond des choses tant que je n'ai pas investi. C'est ce que je dis toujours à mes clients qui hésitent à prendre un contrat de conseil chez nous. Je dis, mais commencez pas à essayer de voir pour investir. Commencez par investir pour voir. Mettez que 50 €. Ce n'est pas très grave, ou 100 € ou 10 € par jour. Mais c'est que parce que vous aurez investi que vous allez voir et non pas parce que vous allez voir que vous allez investir. Mais oui. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que ça nous emmène sur... donc Bitcoin, tu as découvert quand? Parce que, 2015. 2014. Enfin, j'ai lu la littérature entre 2013 et 2014, Silk Road, tout ça. Et puis, en 2015, Gonzague, c'est le premier je dirais institutionnel, qui me dit « Non, maintenant, Louis, c'est pas un truc de bandit, il y a quelque chose derrière qui est extraordinaire. » Et ça, aujourd'hui, maintenant, il y a toute la crypto qui va avec Bitcoin, alors qu'en 2014, il n'y avait que Bitcoin. Voilà. Et quel est, d'un point de vue, parce qu'ici, on a souvent des gens qui nous parlent des cryptos d'un point de vue technique ou idéologique, au sens littéral du terme, ou voilà, inside. Mais d'un point de vue gestion de patrimoine, quelle est la différence entre Bitcoin et la crypto? Comment tu structures ça en fait dans ta tête de gestionnaire de patrimoine sur les caractéristiques financières de la chose, quoi? Alors déjà, la logique veut que Bitcoin, c'est à peu près 40, enfin ça varie à peu près, c'est 40% de l'univers, la capitalisation crypto. La capitalisation crypto, c'est 40% Bitcoin, 40, 41, 42. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le conseil qu'on donne aux clients, déjà, c'est de respecter au moins cela, c'est-à-dire d'avoir au moins 40% de Bitcoin dans les allocations. Mais on va aller plus loin, parce que Bitcoin, ce n'est pas qu'une allocation. Bitcoin, c'est la mère de toutes les crypto-monnaies. Bitcoin, c'est un réseau acéphale, tu vois, Adli nous en parle en 2017. C'est un réseau acéphale qui a ce côté unique. C'est un actif unique. Unique parce qu'il est plutôt décorrélé, même si on peut voir des ressemblances avec les marchés américains, mais il est plutôt décorrélé sur longue période. Il a des caractéristiques uniques en tant qu'actif financier. Et c'est pour ça qu'il s'intègre très très bien dans un patrimoine dans les 5% que l'on mettait habituellement en or. C'est-à-dire que dès 2016, je dis à mes clients, vous qui avez 5% d'or de manière habituelle, vous pouvez mettre 1 à 2% de Bitcoin dans votre patrimoine parce qu'il ne va pas réagir et apporter les mêmes services. Et pour moi, il y a un potentiel d'appréciation qui est infini, alors que sur l'or, on ne pourra pas avoir ce potentiel d'appréciation infini. Voilà. Alors, explique ce lien entre l'or et le Bitcoin d'un point de vue gestion de patrimoine à 10 ans, quoi, ou à 20 ans. Réserve de valeur, en fait. C'était une réserve de valeur. Alors, je te rassure, en 2015-2016, aucun de mes clients m'a écouté. Voilà. Donc, comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Mais aucun de ces clients m'a écouté parce que je n'avais pas investi moi-même. Je pense que la clé, elle était là. Donc, l'or a toujours été une réserve de valeur qui est, comme elle n'a pas de rendement intrinsèque, et l'or n'a pas de rendement intrinsèque, l'or est souvent un actif qui est stable. Et puis, pendant des périodes de crise, quels que soient les types de crises, monétaires, guerre ou autres, eh bien, à ce moment-là, il va corriger. Plutôt dans des black swans, enfin plutôt dans des périodes non prévues, hein, des occurrences non prévues. Le signe noir. Le signe noir, c'est vraiment, ce bouquin est passionnant. Et du coup... sur le long terme, l'or, c'est pas fait pour l'avoir, enfin on peut spéculer dessus, mais nous dans nos patrimoines, on dit ayez 5% d'or, parce que ça va amener une régularité sur le long terme. Et voilà. Et tous ceux qui ont vécu l'extraordinaire période de 80 à 90 ont vu des performances quand même assez extraordinaires sur l'or, qu'on a eu de nouveau sur la période 2007, 2009, 2010 à peu près, enfin 2007-2009, on a aussi de très belles performances sur l'or. Donc c'est un actif de long terme que l'on met en portefeuille pour apporter un complément de performance dans des périodes complexes, perturbées, inattendues. Voilà. Et dans Bitcoin, quand on en parle en 2015, c'est un petit peu différent. C'est que moi, j'ai tout de suite été touché par 21 millions. Moi, 21 millions, ça fait tilt dans ma tête.
Surtout que je mets un rapport, tu vois, tout l'or du monde, c'est un cube de 20,5 mètres d'arête, donc globalement 21 millions aussi. Donc j'ai trouvé le parallèle intéressant, j'en parlais à Jacques Favier l'autre jour. Et Bitcoin, en 2015, je vois un potentiel énorme. Je sens arriver, quand Gonzague m'en parle, qu'il y a un potentiel de valorisation énorme. Alors, c'est quoi ce potentiel? Pourquoi ça aurait de la valeur, Bitcoin? Alors, à l'époque... Puisqu'il n'est collatéralisé par rien et qu'il ne repose que sur du vide. Tu sais très bien que c'est faux. En fait, bon, on ne va pas refaire... Il y a des gens bien plus brillants que moi qui sont passés ici, qui ont expliqué tout ça au niveau technique. Moi, ce que je dirais, c'est que mathématiquement, enfin au niveau sécurité, au niveau, c'est une monnaie commune qui a une sécurité inouïe et qui a une promesse assez intéressante de transporter la valeur dans le temps. Et plus je vais avoir une adoption forte sur cet actif, plus je vais avoir besoin. L'essence du réseau, c'est le Bitcoin, c'est le jeton. C'est-à-dire que si j'ai pas le jeton, je peux pas me servir du réseau puisqu'il faut. Je peux faire une transaction Bitcoin limite gratuitement. Je peux demander qu'on l'inscrive dans la blockchain gratuitement, mais si tous les gars devant moi, ils ont mis un pourboire pour le mineur, il prendra jamais ma transaction. Donc il faut que le mineur, je le paye en Bitcoin, donc il me faut l'essence du réseau, le gaz du réseau quand on parle d'Ethereum, mais il me faut cette essence qui est le Bitcoin pour que la transaction soit enregistrée dans le marbre de la blockchain pour l'éternité. Et ça veut dire que c'est l'essence même du fonctionnement, c'est l'huile des rouages. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de rouage. Les rouages ne peuvent pas tourner sans huile. Eh bien, le Bitcoin, c'est l'huile du rouage de la blockchain, qui est une blockchain commune et qui est une œuvre commune. C'est ça qui est très intéressant, c'est un patrimoine commun. Si on pouvait parler de Commonwealth aujourd'hui, Bitcoin est un Commonwealth. Et alors, pourquoi il faut en avoir? Parce que si on dit que Bitcoin et l'or, au final, ce sont des réserves de valeur ultimes dans les deux cas, et que l'or, c'est un truc un peu par défaut, on l'a pris parce qu'on l'a trouvé par terre et que ça faisait le taf, alors que Bitcoin, on l'a réfléchi et il a été programmé, il a été conçu pour, donc on peut se dire que bon, ça résout 2-3 problèmes par rapport à l'or. Pourquoi est-ce que Bitcoin prend de la valeur et pourquoi est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec Bitcoin alors que l'or, non? Parce que l'or, ça conserve. Aujourd'hui, c'est stable, ça conserve. Mais Bitcoin, par contre, les gens qu'on a acheté en 2014 ont vraiment gagné de l'argent. Ça n'a pas juste fait conserver. Il y a un risque. C'est la problématique du risque. C'est la problématique du risque. C'est comme le platine. Au début, pour pas créer de concurrence à l'or, on jetait le platine par-dessus bord quand on l'avait trouvé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Favier. Aujourd'hui, le platine a un cours qui est très, très soutenu par rapport à ce que ça a pu être. Donc les gens qui ont su investir sur le platine très tôt, à l'époque, l'or valait cher et le platine valait rien. Ceux qui ont investi sur le platine assez tôt ont eu des performances extraordinaires. Donc, ce qui veut dire que quand on est en avance de phase sur un actif, et on peut encore l'être sur Bitcoin, en tout cas c'est ma conviction, eh bien, il y a effectivement une augmentation de valeur. C'est prévoir, c'est spéculare, c'est anticiper, tout simplement. C'est une conviction, mais c'est une conviction basée sur des faits, et non pas des convictions basées sur une imagination comme ça, sortie de nulle part. Et ça, tu vois dans tes clients traditionnels, historiques, ça a de l'écho, ce discours, en disant bah, attendez, moi je suis conseiller patrimoine, c'est un peu mon job de regarder, d'analyser, et franchement, comme ça, là, mettez-en 1 ou 2%, vous ne serez pas forcément déçus et vous ne prenez pas beaucoup de risques. C'est un discours qui perce, ou alors les gens disent non, mais les bitcoins coins, ça va bien, on va rester sur du. Du sérieux. On a tout. Nous, on a tout. On a tout comme réaction. On a à peu près toutes les réactions possibles. Et est-ce que tu vois un changement, surtout dans les réactions avec le temps? Ah oui, bien sûr. D'abord, nos premiers clients qui y sont allés sur la hausse de 2017, où je leur avais dit en septembre, là, sortez, parce que ça pue. Ça pue. On sait très bien que les dérivés vont arriver à partir de janvier, qu'on va pouvoir faire des ventes à découvert, donc on savait très très bien que ça allait mal se passer. Enfin, on ne savait pas, mais on imaginait que ça pourrait se retourner, donc voilà. Mais ensuite, les réactions qu'on a eues, c'est des réactions qui sont souvent négatives au départ. En 2017, on a eu que quelques clients qui disent oui, pourquoi pas. Et surtout, quand on a structuré l'offre en 2021, véritablement, c'est-à-dire que là, on n'a pas fait une offre en disant tiens, on va prendre l'offre de Pierre, Paul ou Jacques, on va prendre, nous, une offre de conseil. On a dit aux clients, on a écrit aux clients qu'on savait faire. On a pris le pari de ne pas aller les convaincre.
Et on dit, voilà, on sait faire. Sachez on sait faire, on va faire comme ça. Voilà notre service. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, vous nous contactez. Quand j'étais dans un entretien client, je dis, voilà, on sait faire ça. Si vous voulez, on peut le faire. Et si vous le voulez, vous allez d'autant plus le faire d'un acte volontaire, parce que vous allez devoir aller sur notre site internet, devoir souscrire un abonnement, mettre votre carte bleue, et ça ne peut pas rentrer dans un forfait habituel. Ça sera un forfait spécifique que vous paierez spécifiquement. Donc il faut qu'il y ait une volonté du client de faire cette opération. Nous, on ne promeut pas, on ne pousse pas, on ne force pas, on n'inclut pas une offre existante. On dit voilà, on sait faire, et il faut que ça soit une première intention de votre part. Eh bien, force est de constater que ça fonctionne de plus en plus. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que je dis souvent que Bitcoin, c'est pas forcément compliqué, mais c'est loin. C'est-à-dire que quand on explique ça à un gamin de 15 ans, 2 semaines plus tard, il a compris. Voilà, parce que pour lui, une clé, bon d'accord, il voit ce que c'est, mais il n'a pas autant de préjugés sur ce que c'est qu'une clé que quand on en a 50. Et quand on a 50 ans, on a des schémas tellement structurés, faits sur la vie, le monde, les valeurs, le bien, le mal, que Bitcoin, c'est une claque, parce qu'on se dit, mais ça ressemble à rien, ça rentre pas dans mes schémas. Donc c'est pas compliqué, mais c'est loin. Est-ce que le fait d'avoir l'image institutionnelle d'un beau cabinet de gestion de patrimoine, en disant aux gens, écoutez, les clés, les machins, le hash, le truc, on va faire, enfin, je veux dire, si c'est ça qui vous arrête, ne vous arrêtez pas à ça, nous on va vous accompagner là-dessus. Est-ce que ça, c'est pas une grosse barrière quelque part qui est levée pour que tout le monde puisse s'y mettre, quoi? Alors en fait, on a décidé dès le départ de former et d'informer. C'est-à-dire que plutôt que d'aller commencer par des offres, on a commencé par de la formation et de l'information. Et c'est pour nous, la clé, elle est là. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on va aider les personnes à faire leurs transactions, puisque nous, on ne vend pas de produits, on vend du conseil, donc c'est la personne qui fait ces transactions, mais on va l'informer et la former. Donc, dès 2020, on a fait nos premiers webinaires dédiés au Bitcoin. Tu vois, tous ceux que tu as reçus en 2021, voire en 2022, ils avaient été, pour beaucoup, en webinaire chez moi en 2020, pour nos clients. Et on avait des chiffres qui étaient quelquefois minables en termes d'assistance. Mais par contre... En webinaire, tu as eu Yorick, tu as eu... Ouais, Yorick, finalement, c'était cette année. On a fait un webinaire privé pour les clients, mais on a eu Jacques, on a eu Tobam, on a eu Wharton, on avait eu Ledger. Enfin, on avait tous ces gens-là, si tu veux, en 2020, on les avait eus pour montrer aux clients, pour les acclimater, hein, en quelque sorte. Et cette partie formation et information, pour nous, c'est la clé. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter ses premiers bitcoins, met un achat en place et puis dit « bon, on va laisser tourner, je ne m'y intéresse pas », je pense qu'il fait une erreur parce qu'il y a un nouveau continent à découvrir et on est là pour l'aider à découvrir ce nouveau continent et on trouve dommage qu'il passe à côté de cette découverte-là, d'un nouveau monde. D'ailleurs, tu vois, on a fait une newsletter là, sur LinkedIn qui s'appelle Finance 3.0. On est au 3e épisode et l'alternant avec qui j'écris ça, eh bien, on a mis comme visuel toute la découverte du nouveau monde. D'ailleurs, au débat, la première, c'est on va appareiller le vaisseau. C'est un vaisseau du 17e. On va appareiller le vaisseau parce qu'on va à la découverte d'un nouveau monde. Et là, on a fait sur le liquidity providing. On a repris, si tu regardes l'article, on a repris tout un tas d'éléments de la découverte d'un nouveau monde. Et c'est notamment avec la source, tu vois, les gars de l'équipage se précipitent sur la source d'eau, si tu veux, et là, le capitaine qui les arrête, « Oh, qu'est-ce que vous avez pas fait attention à ce que vous faites ?» Et c'est, tu vois, c'est la poule de liquidité, c'est la source d'eau en question. Et ça, globalement, ce côté information et infotainment, parce que c'est vrai que c'est joyeux, dans la crypto, on a quand même la chance d'avoir un écosystème joyeux dans un monde, dans un Occident et une Europe globalement en déclin. Ouais. La crypto est sur la montante et globalement, c'est une grosse différence, c'est que les gens sont heureux et on le voit dans les conférences, on le voit, ça rigole, quoi. Sauf quand on parle de réglementation. Et ça, on comprend bien que ça peut toucher les gens. Et après, comment ça se passe pour accompagner les gens dans le passage à l'acte ? Parce que moi, quand je parle aux gens, les 24 mots-clés à sécuriser, aller télécharger un wallet, et là, on les perd, là, les quinquas, on dit, les quadras et les quinquas, moi, je fais mieux. Moi, j'ai des septuagénaires. En fait, nous, le test ultime, c'est le premier, c'est l'acide, donc les 24 mots pour la Ledger.
Voilà, donc on aide à distance ou en présentiel la personne à faire, et on ne voit jamais sa CID. On lui donne tous les bons conseils, et la personne initialise sa Ledger, télécharge Ledger Live, et on l'aide à créer ses adresses. Voilà, parce que s'il achète ou s'il transfère, il faudra qu'il ait déjà créé ses adresses. Et par exemple, quand on travaille avec un broker et qu'il dit que lui, le client, dit au broker « je voudrais tant d'Ether, tant de Tezos et tant de Solana », par exemple, eh bien, directement, le broker lui envoie quelque part pour lui, sur son ledger, puisqu'en fait, on donne l'adresse et il n'y a pas d'erreur possible là-dessus. Donc, on a, nous, comme mission, de rendre les choses simples. Ce qui veut dire, bien sûr, que ça nous interdit certaines stratégies complexes. Mais nous, on doit rendre les choses simples. Et tout notre travail, c'est d'un monde ultra complexe, faire des opérations simples. Donc, en fait, est-ce que le fait de remettre de l'accompagnement avec de l'humain, avec quelqu'un au téléphone ou en visio, ou je sais pas, et ça fluidifie pas le truc aussi, ça ne dédramatise pas un peu. Énorme. Et surtout de voir que c'est pas un geek de l'équipe qui s'occupe de ça. C'est que le patron, il a fait les formations nécessaires. C'est toi le patron. Oui. Ouais. Le patron, il a fait les formations nécessaires. Il s'est tapé les plus de 200 heures d'Alira avec l'examen à la fin pour pouvoir comprendre ce qu'il faisait. Donc, moi, aujourd'hui, je sais aider quelqu'un à initialiser une ledger. Je lui expliquer tout ce que l'on fait au niveau technique. Je sais en expliquer la majeure partie. Après, si on me demande d'auditer un smart contract, il est évident que je ne sais pas le faire. Voilà. Par contre, je sais où est-ce qu'il faut aller pour le faire auditer. Je sais trouver des informations qui m'intéressent. Mais techniquement, j'ai un bagage que j'estime minimum qui me permet de faire tout ce que l'équipe fait. Il n'y a pas une chose que ferait l'équipe qu'aujourd'hui on ne peut pas faire. Voilà, bridger de l'Ether ou du sol vers un autre réseau. Les yeux bandés, les mains dans le dos, quoi. Grâce à Siri. Mais aujourd'hui, par exemple, techniquement, il est évident que la multisig, c'est vraiment une étape pour nous, parce que quand on a des entreprises qui nous demandent de constituer la trésorerie, on a vraiment la problématique du multisig. Pour nous, c'est l'étape technique après. Est-ce que je vais pas prendre un alternant informaticien pour être capable de dire à la personne, s'il ne sait pas faire, qu'on ait à quelqu'un de confiance qui saurait l'aider ou l'auditer ou guider son équipe informatique pour le faire. Parce que, voilà, on arrive sur des problématiques de sécurité. Explique la multisig, parce que le principe. En fait, c'est quelque chose de très simple. On a une entreprise qui a de la trésorerie. Imaginons une entreprise qui a 10-15 millions de trésorerie et qui décide de dire, allez, sur 15 millions de trésorerie, je mets 2% en Bitcoin ou en autre crypto-monnaie. Donc, ça veut dire qu'on est sur une enveloppe de 300 000 euros. Est-ce qu'on met ces 300 000 euros entre les mains du DAF et uniquement du DAF? Alors, il n'y a pas de raison, puisqu'il a souvent la signature, il n'y a pas de raison. Qui a les 24 mots et qui peut partir direct aux Seychelles. Direct aux Seychelles avec les 24 mots. Donc, eh bien, on peut, par exemple, mettre en place un système où on dit, voilà, on met en place des règles qui fait que pour faire des retraits, eh bien, on sera obligé d'avoir 2 signatures sur 3 pour pouvoir faire un retrait, ou 3 signatures sur 4. Donc, on met en place, on mutualise 4 clés et qui seront donc de la multisignature, et il faudra qu'il y ait au moins 2 personnes sur 4 ou 3 personnes sur 4 avec notamment telle personne qui soit capable de faire cette opération si c'est tel montant, et puis voilà, donc mettre en place des règles de gouvernance. Avec des périodes de lock en fonction des montants. Voilà, exactement, c'est tout, c'est de la sécurité. Il est évident que quelqu'un qui a la signature sur plusieurs millions, commencer à pas lui faire confiance sur 300 000, c'est vrai que ça peut être un peu vexant, mais c'est aussi une question de protection vis-à-vis d'actes malveillants. Hein, on a eu un copain, Owen, là, qui s'est fait braquer chez lui, il l'a largement raconté sur les réseaux, il dit bon multisig, voilà. Et puis les périodes de lock, c'est-à-dire que pour débloquer 1 million, il faut attendre 7 jours quoi qu'il arrive, voilà. C'est la vie. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de problème si on a une gestion, si on a une trésorerie, si ça représente 2% du patrimoine ou même 5% 5% du patrimoine ou 5% de la trésorerie d'une entreprise, c'est pas parce qu'on doit attendre 7 jours 1 million que ça pose un problème particulier, parce que ça veut dire qu'on a 30 millions ailleurs et qu'on est capable de générer ce qu'il faut. Par contre, si ça représentait 50% parce que je m'appelle multistratégie, c'est peut-être un petit peu différent. Donc ça, tu fais aussi les entreprises, c'est pas que pour les particuliers. Non, aujourd'hui, d'abord, pourquoi on était obligé de faire les entreprises? Parce que de plus en plus, la structuration des patrimoines des particuliers, c'est une structuration qui s'est faite par des sociétés IS. Soit parce qu'on a des chefs d'entreprise qui ont vendu à l'impôt société. Donc en fait, on a pas mal de chefs d'entreprise qui ont vendu leur société et qui ont gardé la holding. Ou on a des sociétés civiles de portefeuille, ou on a des choses comme ça. Donc on a fait rentrer l'impôt société dans le patrimoine des gens.
Et donc, ce qu'on sait faire pour une structure patrimoniale à l'impôt sur les sociétés, on sait le faire sur une entreprise qui est aussi à l'impôt sur les sociétés. Donc, une entreprise qui a une grosse trésorerie aurait intérêt à acquérir des cryptos. D'ailleurs, on lui dit, vous n'êtes pas obligé de les acheter, faites simplement un truc tout bête, faites-vous payer en crypto. Parce qu'en termes d'image vis-à-vis d'une certaine communauté, ça peut être très intéressant. Et puis, c'est une manière d'acquérir des cryptos pour pas cher. Voilà. Donc, on est amené à faire ça. Donc, par exemple, tu vois, c'est un truc tout con. Mais il faut vérifier si les statuts de la société sont compatibles avec la détention d'un patrimoine cryptographique. Et voilà. il y a quelque chose, moi j'en profite pour le raconter un peu, pour faire un peu de stratégie financière, d'autant sur une chaîne crypto, en général, les gens ils ont un rapport à la liberté plus élevé que la moyenne. Et ce qui est génial, en fait, c'est de voir ces entreprises comme des entités qu'on peut faire travailler pour nous en termes patrimonial. À titre personnel, on est en train de doubler toutes les entreprises avec les wallets pour faire circuler l'argent de Grand Tank Crypto à Grand Tank Finance, à ma holding en France, à moi-même, hors système bancaire et hors système assurance. Donc il y a plein de stratégies super rigolotes à mettre en œuvre en termes de gestion de patrimoine. On en parlait parce que voilà, et ça c'est au cœur aussi de la préoccupation d'un gars qui a, je sais pas, une menuiserie, une boulangerie, une coiquesse, et puis il a 2-3 sociétés parce qu'il est associé avec son voisin qui fait le papier, j'en sais rien. Et là, on est au cœur de la gestion de patrimoine pour moi, parce qu'on s'amuse là. Et on fait vraiment des choses intelligentes. Oui, et puis un truc tout bête, c'est aujourd'hui, là j'étais en début de semaine avec un gars qui est paysagiste et il me disait, voilà, j'aimerais faire un peu de crypto, je ne savais pas qu'on pouvait faire par l'entreprise. Eh bien, c'est pas très compliqué. C'est que je dis, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux faire de la crypto après avoir payé 50% de charges, et de charges fiscales et sociales, ou est-ce que tu veux faire de la crypto avant avoir payé ça ? Il me dit, avant c'est mieux. Je dis oui, parce qu'au lieu de placer 5, tu placeras 10. Voilà, donc lui, il fait des cryptos à titre personnel, il n'a pas de stratégie. En fait, très souvent, on a des gens qui ont goûté à la crypto, ça dans les prospects qui arrivent, hein, parce qu'il y a aussi des prospects qui voient qu'on fait ça. Les prospects qui arrivent sont souvent des gens qui ont fait des cryptos, mais qui n'ont pas eu de stratégie. Et ils ont acheté ça, ils ont oublié. Et puis... Pas forcément, ils ont fait des choses, notamment ils ont profité de tout ce qui était DeFi Summer, ils ont profité quelquefois de NFT, choses comme ça. Et donc on a aujourd'hui 2-3 prospects par semaine qui viennent et qui, parce que souvent ils n'ont pas eu de stratégie. Donc nous, on a une offre et on n'en déroge pas parce que il faut une question de cohérence dans ce qu'on fait. On fait quelque chose et on le fait bien, donc on ne s'écarte pas de ce qu'on fait. Et la première des choses souvent qui leur donne confiance, c'est qu'on a une stratégie. Voilà, ce n'est pas une stratégie pour tout le monde, on a une stratégie par personne, mais c'est une stratégie qui correspond à des règles communes. Alors, une question qu'on n'a pas traitée encore et qui est importante, c'est, je vois beaucoup d'offres moi, sur Internet qui disent conseiller en gestion patrimoniale à partir de 100 balles, etc. Enfin, et ça confine un peu au ridicule quelque part parce que à un moment, il faut se poser la question de quels outils on a besoin et de quel accompagnement on a besoin et pourquoi c'est faire. Voilà. Donc, un CGP, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vend des heures et qui est rémunéré au pourcentage. À partir de combien est-ce que ça vaut le coup de l'appeler pour qu'il soit rentable, quoi ? Alors, je vais répondre indirectement, mais tu vas voir, je vais répondre. En fait, c'est comme Bitcoin. Il y a un potentiel. Je m'explique. J'ai fait pas mal d'accompagnement d'entrepreneurs, pas de raison d'entreprendre. Et imaginons qu'il y ait quelqu'un qui vient de créer sa boîte depuis 1 ou 2 ans et qui est break-even, enfin qui ne perd pas d'argent, qui en gagne un petit peu. Pourquoi il peut avoir besoin de faire déjà appel à un conseiller en gestion de patrimoine ? Parce que on va avoir une vision globale de son patrimoine professionnel, même s'il est tout petit, son patrimoine professionnel. Alors, mais tout petit, c'est combien ? Parce que petit pour toi, c'est peut-être très gros pour moi. C'est peut-être son entreprise, elle vaut déjà 50 ou 100 000 euros, tu vois, son entreprise. Même si elle n'en a pas forcément conscience. Donc ça, c'est du tout petit. Oui, c'est du tout petit. Voilà. Ou quelqu'un qui vient nous voir avec 10-20 000 euros, c'est compliqué pour qu'il puisse intéresser une... Enfin, c'est qu'à un moment donné, nous, on a une expertise. Cette expertise, elle vaut de l'argent. Et cette expertise sur 10 000 euros, c'est compliqué de la délivrer. Voilà. Par contre, quelqu'un qui vient avec 100 000 euros, c'est sûr que c'est déjà plus facile de mettre en œuvre cette expertise pour cela. Mais je reviens sur le créateur d'entreprise qui est là depuis 2-3 ans. Il a des problématiques toutes bêtes sur lesquelles souvent il a zappé. C'est sa prévoyance, sa santé, sa retraite.
et parfois même son mode de rémunération et le reste. Donc comme nous, on est des experts du patrimoine personnel et professionnel, eh bien, on sait lui dire déjà de bien s'assurer si jamais il lui arrivait quelque chose. Donc là, on fait un métier d'assureur, c'est-à-dire de dire si vous arrive quelque chose, il faut que votre entreprise vous ait payé de quoi vous assurer un revenu votre vie durant et votre retraite durant. Donc c'est quelquefois des choses toutes bêtes, mais c'est de faire en sorte que en cas de décès ou en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, eh bien, il y ait un minimum de couverture jusqu'à sa mort. Donc ça, c'est un minimum. Mais très vite après, on se rend compte qu'il va y avoir d'autres questions sur j'ai un peu de trésorerie, qu'est-ce que je fais ? La manière de me rémunérer, est-ce que la manière de me rémunérer est la bonne ? J'ai mes locaux professionnels très vite. Quelqu'un qui fonctionne, enfin qui a une boîte qui fonctionne, très vite, est-ce qu'il faut que je continue à être locataire ou est-ce que je ne peux pas m'acheter mes locaux ? Donc on a très très vite des questions patrimoniales. Donc parfois, ça n'attend pas d'avoir un patrimoine conséquent pour venir nous voir et avec des vraies raisons. Et là, on intervient uniquement sur honoraire. Et on a une mission sur honoraire et c'est plié. En gros, en dessous de 50 000, c'est pas la peine, quoi. Il est rare que notre compétence soit utile sur des sommes comme celle-là. Si pour bien illustrer les choses, parce que moi, mes parents, mon père était ouvrier, ma mère était instite, et du coup, 50 000 euros, je sais que c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Et voilà. Donc, faut bien cadrer les choses pour qu'on comprenne bien l'enjeu. En fait, si vous avez 50 000 euros, si vous avez un profil un peu standard, prenez pas trop de risques, tout ça va être entre 5 et 10% par an de rendement, on va faire simple. 10%, ça vous fait entre 2 500 et 5 000 euros par an de revenus sur votre patrimoine. Si vous avez un CIF sur 3 000 balles qui vous en prend 2 000, voilà. C'est pour ça que ça ne sert à rien dans ce cas-là, quoi. Parce qu'en réalité, il y a un seuil, il y a un pas à franchir qui est proportionnel non pas au patrimoine, mais au gain du patrimoine. Bien sûr. Et là, voilà. Alors dans la crypto, c'est un peu plus bas parce que les gains sont plus élevés. Mais voilà, en dessous de 50, c'est pas... Après, on a des gens qui viennent nous dire « je voudrais faire de l'investissement immobilier sans me poser tout souci, sans ça ». Et donc là, on peut trouver des solutions sans faire de la défisque, je précise. On peut trouver des solutions qui sont très simples à mettre en œuvre avec des SCPI, des choses comme ça. Mais là, à ce moment-là, on sera rémunéré par des commissions et on ne sera pas rémunéré par des honoraires. Alors vite fait, la défisque, c'est super intéressant parce que moi, j'adore ce sujet. Pourquoi ? C'est quoi la blague avec la défisque ? C'est très rémunérateur pour la personne qui le vend et qui le promeut. Voilà, donc la personne qui construit un produit de défisque et la personne qui le vend sont souvent assez bien rémunérés. Je ne vais pas me faire des amis, parce que nous, on est tranquille, on n'en fait pas. Donc, je crois que le dernier produit de défisque qu'on a dû vendre, ça devait être il y a 7 ou 8 ans, et c'est parce qu'un client nous avait dit « je veux absolument faire un truc ». Bon, on ne voulait pas le décevoir. Et on l'a fait, mais il a compris qu'il y avait d'autres choses à faire que des produits de défisque. Donc les produits de défisque, c'est plein de choses. C'est réduire l'impôt sur le revenu. Ça a été une époque réduire l'IFI, enfin l'ISF. Ça peut être... voilà, donc il y a plein de choses comme ça, de produits de défisque qui ne sont pas forcément top. Aujourd'hui, une grande mode sur tout ce qui est 150 OBTR, c'est quoi ? C'est que j'ai ma société, je vais vendre ma société, j'apporte les parts de ma société à une holding. La holding vend les parts de la société. Et je dois remployer 60% dans un produit qui est investi dans l'économie. Et on trouve de tout. Et quand on analyse les frais qu'il y a sur ce type de produit, quelquefois, ça fait peur. Parce que si je prends l'exemple des FIP et des FCPI, qui sont souvent vendus en fin d'année, eh bien, par défaut, on a 35% qui sont prélevés en frais. Donc, ça veut dire que le gérant, il a 60 à 65% de ce qu'on a versé pour aller faire une performance au bout de 7 ans. Et on se retrouve avec des FIP et des FCPI qui, 10 ans plus tard, sont toujours pas clôturés parce qu'il y a toujours des lignes qui n'ont pas été remboursées. Et ça veut dire qu'il faut commencer par faire plus de 50 à 60% de performance pour arriver à ce qu'on a versé. Donc, c'est illusoire de penser qu'on va doubler le capital en 8 ans sur du non-coté en passant par un FIP ou un FCPI. C'est pour ça que même de ces produits-là, on en est sorti. Et d'ailleurs, de façon plus basique et bon sens paysan, moi, j'ai jamais vu un gars venir avec une bonne affaire que personne ne voulait. Parce que le principe de la défiscalisation, quand même, c'est que vous avez l'État qui dit « vous savez, le logement social, c'est vachement utile. » Parce que c'est vrai, j'en ai construit des kilomètres. Et on va vous aider pour investir là-bas parce que c'est quand même vachement bien.
Je dis, mais si c'est vachement bien, j'ai pas besoin d'une aide de l'État pour le faire moi-même. Non, je suis sur la Turquie en ce moment, hein, j'ai pas d'aide de l'État, j'y vais quand même. Enfin, et en fait, c'est ça le truc. Quand on vous dit, bah, si tu investis là-bas, je te donne une carotte, c'est que personne ne veut y aller de base. Enfin, oui, et pour en revenir au sujet crypto, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que on a travaillé avec un grand faiseur, je ne sais pas si on arrivera, on travaille sur les PER. Un de mes rêves, c'est de pouvoir avoir un PER, non pas assurance, mais bancaire, qui sera déjà beaucoup moins chargé en frais, et ensuite, dans ce PER, qu'on puisse mettre des cryptos. Alors, pourquoi c'est le seul produit de défisque que j'apprécie, le PER? Parce qu'en fait, c'est un contrat d'assurance vie qui n'est pas plus chargé qu'un autre, et pas moins non plus. Voilà, donc il faut faire attention quand même aux frais sur les PER. Pas plus, pas moins, mais surtout, le but, c'est de donner aux Français l'envie d'une épargne longue et d'une sortie, soit pour sa résidence principale en cours de contrat, soit une sortie progressive à la retraite, sous forme de rachat programmé. Donc le plan épargne retraite a un côté intéressant, c'est que tout ce que je vais mettre dedans dans une certaine limite, je l'enlève de mon revenu imposable. Bah, pourquoi ne pas accepter des cryptos dans un PER? Je n'ai pas dit des fonds crypto, hein. J'ai dit des cryptos. Voilà, donc aujourd'hui, clairement... Détenu avec une adresse, quoi. Pas de la crypto papier. Non, pas de la crypto papier. La crypto, on a dit Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Donc en gros, on épargne à long terme sur Bitcoin. C'est ça, c'est la base. Comme de l'or, mais en mieux parce qu'on profite de la courbe d'adoption en contrepartie d'un risque. Oui. Mais on en profite quand même. Exactement. Parce que hier, on était à une conférence Time to Decrypt et puis on en discutait avec Yves Chouefati. Et en gros, entre ce qu'on réfléchit du côté de grand angle et ce que Yves a fait, un Bitcoin mature qui a perdu sa volatilité parce que c'est devenu le nouvel or numérique, en gros, ça vaut entre 1 et plusieurs millions d'euros le Bitcoin. C'est des rapports à la masse monétaire, des calculs rigolos, enfin bref. Donc voilà, en gros, vous êtes à 40 000 et le potentiel, avec le risque compris, c'est 1 à plusieurs millions. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas de marge de gain. Quelle est la place, ça c'est pour Bitcoin, quelle est la place des autres cryptos? Je pense sérieuse, je pense à Ethereum, je parle d'autres blockchains avec d'autres projets. C'est quoi l'idée? Parce que si Bitcoin fait déjà le taf, pourquoi on a besoin d'autres? C'est quoi le rôle des autres? D'abord, un rôle de diversification toujours. Bon, parce que Bitcoin, c'est la mère de toutes les cryptos, mais c'est une nouvelle classe d'actifs. Donc, par rapport à cette nouvelle classe d'actifs, on se doit de se diversifier. Donc, c'est notre conviction. Je sais que certains ne la partagent pas. Dans cette diversification, qu'est-ce que l'on va chercher? On va chercher des écosystèmes qui nous semblent soit prometteurs, soit qui apportent une plus-value particulière. Donc, on y va pas à pas sur ce type d'écosystème. Donc, Ethereum, c'est évident. En plus... Alors, pourquoi c'est évident? Parce que qu'est-ce que ça apporte de plus que Bitcoin et Ethereum pour les gens qui... Le revenu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste de l'argent. Juste le revenu. Ethereum, dans son fonctionnement, donc on va dire Ethereum au sens large, je vais parler de tout ce qui est Ethereum Virtual Machine. Donc tout ce qui est proposé sur cette infrastructure Ethereum, puisque en fait, Binance, c'est de l'Ethereum Virtual Machine. Il y a plein de choses qui tournent. Donc on parle de Polygon, on parle de Gnosis, on parle d'Ether, on parle de tout ça, quoi. Toutes les EVM. Voilà, toutes les EVM. ERC, voilà. Et donc, là-dessus, on va avoir, par le fonctionnement de l'ensemble de ces actifs, accès très facilement à un revenu. C'est-à-dire qu'on va porter un actif volatile, mais en plus de le porter, on peut avoir un revenu. Donc ça, c'est pour les cryptos qui représentent un écosystème, c'est-à-dire la crypto d'une blockchain. Alors que ce soit le jeton de la blockchain, que ce soit un jeton de gouvernance, que ce soit... différents types de jetons, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais en tout cas, on va chercher un revenu. Et ce revenu, on peut aussi l'avoir sur des jetons stables ou dits stablecoins. Là encore, il est intéressant de pouvoir avoir un actif. Alors, malheureusement, aujourd'hui, majoritairement en dollars, peut-être demain, ça arrivera en euros, un actif qui va nous permettre d'avoir un rendement régulier, sans risque ou avec peu de risque, juste pour combattre, non pas l'inflation, parce que je rappelle que l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire, mais l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Parce qu'on fait souvent le mélange des mots, mais il faut se protéger contre l'augmentation de l'indice des prix.
et non pas contre l'augmentation de l'inflation, parce que l'inflation, elle est là depuis des années. C'est M3, l'agrégat M3 qui est l'augmentation de la masse monétaire. Donc ça, on est en inflation depuis plus de 10 ans. Mais l'augmentation de l'indice des prix à la consommation fait que, aujourd'hui, si j'ai un livret A qui me donne du 1% par an subventionné, ou si j'ai un ensemble de placements en stablecoin qui vont me donner un rendement de 10, dans le deuxième cas, je défends mon portefeuille contre la perte de mon pouvoir d'achat. Dans le premier cas, je ne défends pas mon patrimoine contre la perte de pouvoir d'achat. Je perds même du capital tous les ans. Voilà. Parce que quand vous avez une inflation de 6 et 1% de rendement, vous perdez 5. Donc c'est un peu violent. Et donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est que globalement, sur Bitcoin, on gagne de l'argent parce qu'on prend un risque sur l'adoption et qu'on stocke la valeur parce qu'au final, comme pour de l'or, mais sur le reste de l'écosystème, et d'ailleurs, ça justifie la proof of work pour Bitcoin, mais pour le reste de l'écosystème, Ethereum en tête, là, c'est pas la même mayonnaise parce qu'en réalité, ça rend des services. Quand tu dis le revenu, quand on a fait une conf là-dessus tous les deux hier, c'est d'où vient le pognon. Et bien en fait, ça sert à faire des choses. Bitcoin ne sert pas à faire des choses. C'est un moyen de paiement et une réserve de valeur. Bitcoin servira peut-être à faire des choses. Il faut garder un œil. Voilà. Il faut garder un œil parce qu'il y a des choses. On ne parle pas d'RGB, on ne parle pas de. Voilà. Ouais. Mais effectivement, d'ailleurs, c'est assez intéressant. On a souvent, dans la catégorie des gens qui viennent nous voir parce qu'ils n'avaient pas de stratégie, ils arrivent, ils viennent nous voir et je leur pose souvent la question. Vous savez comment il est fait le revenu? Parce que là, vous avez fait une stratégie, vous avez stacké à 24%, 25%. Et alors, vous pensez qu'ils sont faits comment les 25%? 100% des gars, là, des jeunes souvent, ils ne sont pas capables de répondre. Donc, on leur prend la main et on leur explique. Et quand on leur a expliqué, ils sont prêts à entendre que 15% c'est bien. Voilà. Ils sont prêts à entendre quelquefois que stacker à 10 ou 11, ça a de la logique. Voilà. Que investir dans un nœud, s'ils ont quelques moyens, investir dans un nœud sur une blockchain connue, et que ça fait du 10 ou 11, ça permet d'être acteur d'un écosystème, et psychologiquement, c'est bien, parce que tout n'est pas qu'argent, et c'est intéressant d'être acteur de l'écosystème, et en contrepartie d'être acteur de cet écosystème, on a un rendement qui est peut-être pas de 30, mais que ce rendement de 10 ou 11, il est déjà très très bien, parce qu'on est rémunéré par ce rendement petit 1, et on est aussi rémunéré au niveau de son ego, peut-être de manière de faire du bien, enfin de participer à la construction d'un écosystème. Et ça, pour moi, c'est aussi une rémunération. Oui, moi je me souviens, je faisais tourner mes ordis pour découvrir des vies extraterrestres avec SETI, quoi. Un truc qui n'y a aucune, tu crames de l'électricité à titre personnel, ça te rapporte rien, mais ça fait quand même fantasmer. C'est-à-dire, si jamais on trouve un Jupitérien, c'est bibi, quoi. On participe à un projet plus grand que nous, quoi. Exactement. Et dans la blockchain, c'est fort, ça. Oui, c'est fort, parce que, par exemple, moi, à la maison, j'ai un nœud Bitcoin. Sincèrement, ça m'apporte quoi d'avoir un nœud Bitcoin à la maison? J'ai rien. Simplement, ça coûte 400 balles et ça ne sert à rien. Voilà. Pas aussi d'intervenir directement sur la blockchain. Pour certains paiements, ça permet d'aller récupérer des Bitcoins sans frais. Voilà. Mais je ne récupérerai pas les 400 € là-dessus, ni l'électricité consommée. Par contre, je fais partie d'une des personnes qui participe à la sauvegarde et à l'existence de l'écosystème. Et bien là, ce que je dis quelquefois à des clients, c'est que quand on va mettre de l'argent sur une pool de liquidité, qui va permettre donc de faire un carnet d'ordre, puisque en fait, quand vous allez acheter du Air Liquide, quand tu vas acheter du Air Liquide, tu vas sur Euronext, enfin Boursorama, mais c'est les chiffres d'Euronext, et puis quand ça plante, tu vois bien que c'est Euronext, et tu vois les gens qui veulent vendre le prix qu'ils veulent vendre, les gens qui veulent acheter le prix qu'ils veulent acheter, tu as un carnet d'ordre qui est organisé par un système central. Dans des pools de liquidité, on a quelqu'un qui a une crypto A et l'autre qui a une crypto B. Ils veulent aller de la crypto A à la crypto B ou de la crypto B vers la crypto A. Pour ça, on a ce qu'on appelle un AMM, un Automatic Market Maker, un système, un contrat dit intelligent, qui, lui, va gérer cette liquidité. Et donc, moi, en amenant et en bloquant mes deux cryptos, A et B, j'apporte un service à l'écosystème qui est de permettre à Madame Michu, Tartampion ou le geek du coin d'aller pouvoir changer d'une crypto à l'autre. Et ce changement d'une crypto à l'autre me ramène 0,3% par transaction. Et je le sais puisque c'est marqué sur sur la blockchain, sur le contrat, c'est marqué combien je suis rémunéré. Et c'est ça, cet avantage-là. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans tout cet environnement-là, c'est open source.
avec tous les défauts des open source et des gens qui ont copié pour faire mieux et qui ont fait pareil. Mais j'ai une clarté des conditions. Voilà. Bien sûr, il y a le problème de l'audit du smart contract, mais j'ai la clarté des conditions. Je sais combien je suis rémunéré, je sais combien ça coûte. Je peux me faire avoir comme sur un marché classique. Hier, il y avait un gars qui parlait, il y a la conférence, je n'étais pas d'accord avec lui. Et je l'ai dit, concernant les marchés régulés. Les marchés régulés, je suis désolé, les gens qui font du trading haute fréquence sont là pour intervenir avec des ordres massifs avant que moi je passe mon ordre, et ils vont jouer sur des micro-mouvements de marché, et par des flopées de dizaines de milliers d'ordres vont modifier les cours, et notamment sur les clôtures de marché. Il y a tout ce qui arrive quand les ETF arrivent et doivent faire leurs opérations en fin de marché, en clôture de marché, on a des problématiques de manipulation de cours. Spoofing, etc. Voilà. Eh bien, quand moi, je vais faire une transaction sur une blockchain et pour faire un échange entre deux cryptos, si je ne fais pas attention aux frais dessus, enfin, ce qu'on appelle le slippage, c'est-à-dire la marge que je laisse à la personne pour faire le swap, c'est-à-dire parce que les prix doivent vraiment se caler, et ben je dis, est-ce que je suis prêt à ce qu'il y ait une erreur de 1% sur le calage des prix et que ma transaction passe. Et parfois, je mets, par paresse, des gens mettent 2 ou 3. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui fait ce qu'on appelle un front run, c'est-à-dire qu'il vient, lui, prendre cette marge-là qui est possible, et il vient la prendre, et il vient la prendre pour lui. Donc, effectivement, je vais avoir perdu quelquefois 1 ou 1,5%. Donc, dire que c'est le Far West, les cryptos, non. Les cryptos, c'est d'abord beaucoup plus de transparence sur le fonctionnement, une transparence bien plus importante sur les frais, notamment sur tout ce qui est décentralisé. Je ne parle pas de tout ce qui est centralisé. Et ensuite, on a des risques de volatilité, on a des risques de smart contract, ce qui implique des rendements plus élevés. Mais pour peu qu'on veuille s'y intéresser, on a quand même accès à beaucoup plus d'informations que sur la finance dite classique. Sachant qu'il y a 2 aspects là, du coup, qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que dans la finance, quand vous observez un problème de spoofing avec des murs sur les carnets d'ordre, etc., pas de manipulation, une fois que vous l'avez constaté, vous dites va falloir faire avec parce que de toute façon, j'y peux rien. Je suis pas Euronext, je suis pas la SEC, je suis pas. Voilà. Dans la crypto, et ça, c'est aussi parce que c'est un écosystème jeune, mais quand il y a ce type de problème qui arrive, déjà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure parce qu'il y a tout un tas, une armée de geeks et de spécialistes qui surveillent ça comme le lait sur le feu. Et dans la foulée, je veux dire, un protocole où ça devient trop visible ou trop gênant, il est copié, il est modifié, il est amendé, c'est monstrueux en fait la réactivité de l'écosystème. Et on n'attend pas après le régulateur, on n'attend pas après papa, on n'attend pas après maman, les choses se font. Et ça, c'est une grosse opportunité parce qu'on a capacité à agir quelque part. Quand on a un problème, en général, on cherche et on trouve qu'il y a déjà un mec qui a pondu une solution, quoi. On a fait un exemple, je prendrai deux petites anecdotes. On a fait un exemple qui était assez bluffant. On a fait un webinaire blockchain pour les nuls avec Daniel Villa-Montero d'Alira, et on a pris $10 en polygone. On a fait 7 opérations. On a fait cette opération, on a débouclé les opérations. Donc on a fait 7 dans un sens, 7 dans l'autre sens. On a eu 14 centimes de frais. Pour faire 14 opérations, on a eu 14-15 centimes de frais. Ça, à comparer et sur $10. C'est marginalissime. $10. Ouais. Donc c'est rien. Et on avait fait une pool de liquidité, on avait stacké pendant 10 minutes. Et enfin, on a fait toutes ces opérations-là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir que la problématique de frais, dont on sait que c'est la première ennemie de la performance, c'est quand même quelque chose qui est sacrément bien résolu sur cet univers-là. Deuxièmement, je prends un exemple comme... alors, les geeks m'en voudront pas, je prends des exemples qui ne sont pas les derniers trucs à la mode. Et dans notre bouche, c'est très affectueux, geek. Voilà, et c'est très affectueux. Sachez que quand je parle d'un truc il y a 1 an, pour moi, c'est pas vieux. Voilà, je sais que pour vous, c'est la préhistoire. Bon, si je prends Paraswap, par exemple, il est très intéressant de voir comment fonctionne Paraswap, qui est une équipe d'ailleurs de dev française, où je vais donc faire un échange, je vais aller d'une crypto à l'autre, ça s'appelle un swap, de voir le chemin. C'est-à-dire que Paraswap, dans son côté, c'est vraiment comme le parapluie, c'est-à-dire qu'il va aller chercher le chemin, quitte à faire mon swap en plusieurs fois, le chemin le plus
évidents en termes des frais. Donc, c'est-à-dire que même il me dit, globalement, ça va vous coûter tant, et parfois après, finalement, ça m'a coûté moins cher que le prix que j'avais accepté. Enfin, dans la finance classique, j'ai jamais vu un gars qui me dit bon, je te prends 3% de frais. Ah, finalement, il y avait pas de vent contraire quand je suis rentré au bureau. Du coup, j'ai moins de frais kilométriques, je te fais une remise. Jamais on a vu ça. Et ben là, ça fonctionne comme ça. Enfin, ça n'a rien de magique, mais c'est quand même un autre état d'esprit. Il y a aussi un écueil ou un point à voir, c'est la différence entre les DEX et le SEX. C'est-à-dire que vous avez des centralized exchange et des decentralized exchange. Donc, il y a toute une compétition aujourd'hui. En fait, toutes les briques, et là, moi, j'ai vraiment l'impression de me replonger dans les années 2000 avec Linux, où on nous disait, tu peux tout faire avec Linux par toi-même. Tu peux compiler ton système, tu peux installer, tu peux choisir. Et il y avait Windows qui disait, écoute, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Tu cliques, ça marche. Et dans la crypto, on a ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut, avec l'argent, par contre, c'est plus du logiciel que c'est de l'argent. On peut tout faire soi-même, faire ses swaps, ses changements, aller chercher ses protocoles, ou on peut passer par des Binance, des Crypto.com, des Paymium, etc., qui vont mâcher le travail. Et là, il y a quand même une différence de philosophie, c'est-à-dire qu'avec l'accompagnement, se remettre dans un contexte centralisé, quel est le danger par rapport à ce qu'on peut faire en décentralisé en étant accompagné proprement sans trop se casser la tête en plus? En fait, donc, simplicité, c'est le maître mot. Le problème de l'échange centralisé, c'est un problème de possession des clés. On a 2 clés, privée, publique. Mon client doit posséder sa clé privée. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas laisser des cryptos sur un exchange centralisé. On va à la marge utiliser l'exchange, dans certains cas, pour des fonctions qu'on lui a assignées. Alors, si on dit que Paymium est un exchange centralisé, ok, je veux bien. On utilise Paymium parce qu'on va faire de l'achat quotidien de crypto avec Paymium. Et c'est bien pratique. Voilà. Mais autrement, on n'ira pas là-dessus. Et puis pour bridger un peu aussi, quoi. Quand tu veux passer du Bitcoin sur Ether, c'est compliqué de le faire. Oui. Voilà. Il y a des opérations techniques encore. Ils n'ont pas encore trop bien bossé dessus. Voilà, exactement. Donc parfois pour certaines opérations, c'est ce que l'on va utiliser. Mais on va essayer d'éviter au maximum ça. Et puis surtout, on vient d'une finance centralisée, on découvre la décentralisation, on découvre la désintermédiation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour aller réintermédier? C'est-à-dire que je me fais démarcher depuis 6 mois, quasiment toutes les semaines, par des vendeurs de fonds, américains, européens, français, en disant, mais vous allez voir, vous allez pouvoir mettre des cryptos dans votre contrat d'assurance vie. Eh bien, exactement, je dis, écoutez, c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Je ne vais pas aller confier de l'argent à quelqu'un qui a peut-être de très bonnes capacités pour aller acheter des cryptos dont on ne sait pas qui sera propriétaire, mais la seule chose qu'on est sûr, c'est que mon client ne le saura pas. Et ils vont être dans un fonds qui va être dans un contrat et on va multiplier les frais et les intermédiations et des choses comme ça. Ce n'est pas le sujet. Si on veut aller mettre des cryptos aujourd'hui et si ça représente 25, 50, 100 000, 200 000, 300 000 d'un patrimoine, on a tout à fait la capacité de bâtir une stratégie claire, simple, avec le client. On a la compétence, on a des gens qui ont la compétence pour ça, et on va bénéficier de l'ensemble des avantages du système, tout simplement. Je me vois mal dire à quelqu'un, on va faire appel à une personne qui va me prendre 3% de frais par an. Moi, il faut que je sois rémunéré par mon conseil, ça va peut-être 0,50 en plus. Et puis, on donne des clés de la voiture, on donne les clés du bus à quelqu'un, alors qu'on a plein de choses à faire nous-mêmes qui sont vraiment sympas. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Il y a une souveraineté financière à prendre. Et quelque part, c'est pour ça qu'avec Grand Angle Crypto, on fait une lettre où on parle beaucoup de DeFi et de decentralize tout ce qu'on veut. Parce que c'est quand même chouette quand on a une liberté de pouvoir la prendre. Enfin, moi, ça me tuerait de dire aux gens, vous allez sur Binance, vous cliquez, vous appuyez sur le bouton vert et puis derrière, ça marche tout seul. Il y a un côté frustrant. Et puis en plus, on n'est jamais mieux servi que par soi-même au bout d'un moment. Et il y a un autre point sur lequel je voulais parler, c'était tout ce qui est... Quand on est souverain, on est responsable,
Et il y a un sujet sur lequel tu bosses bien, c'est l'héritage. Parce que c'est bien beau de stocker sa fortune dans sa tête, mais quand on se prend un bus en pleine poire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que avant de prendre le bus en pleine poire, il faut quand même avoir quelques petites choses en place. Donc, je désespère de trouver les bons interlocuteurs. Ceci est un appel au peuple, bons interlocuteurs concernant les problématiques de transmission, de la gestion du patrimoine cryptographique. En fait, il y a trois vrais sujets aujourd'hui. Je parle uniquement sur la transmission du patrimoine, il y a 3 vrais sujets. Le premier sujet, c'est le testament. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre les 24 mots, donc la phrase, la seed phrase, dans un testament, dans une enveloppe cachetée que le notaire met dans son coffre. Pourquoi il ne faut pas faire cela? Parce que c'est un testament mystique, il respecte les formes du droit. Alors, mystique, c'est pas religieux. Alors, mystique, c'est quoi? C'est je donne mes dernières volontés dans une enveloppe cachetée et le notaire prend cette enveloppe cachetée, n'en prend pas connaissance et la met l'inscrit au rang des minutes et la met dans son coffre ou autre. Il fait ce qu'il veut avec. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il respecte ses propres procédures. Ça, c'est pas la manière dont il faut fonctionner. Pourquoi? Parce que, imaginons que ça soit la copie, qu'il y a un incendie chez le notaire, c'est un risque, ça peut arriver. À plus pognon. Voilà. Normalement, on doit avoir soi-même au moins une copie, mais c'est plutôt le risque de vol et le risque d'assurance. Je m'explique. Je ne suis pas sûr que l'assureur des notaires ait prévu dans son contrat que s'il y avait un vol des 24 mots ou des seed phrases dans le coffre-fort du notaire, il soit amené à payer 10, 20 000, 50 000, 100 000, plus, quelquefois des millions d'euros ou des dizaines de millions d'euros. Je pense que l'assureur n'a pas forcément prévu ça. Et puis, à partir du moment où un collaborateur du notaire peut se rendre compte de la fortune qui peut être amassée là-dessus, il y a un risque évident de sécurité. Donc nous travaillons, on a quelques idées, mais on voudrait travailler non pas sur un produit, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on voudrait apporter de la sécurité à l'ensemble des clients et pas que les nôtres. Donc trouver un modus operandi pour l'ensemble du secteur qui permette de sécuriser un testament crypto. Il existe des solutions techniques. Le tout, c'est de les mettre en œuvre, en proposition et dans la loi. C'est-à-dire que en cas de décès d'une personne, lors de l'interrogation du fichier des dernières volontés, on puisse avoir automatiquement les éléments qui se déclenchent pour que les héritiers puissent avoir accès au crypto. Et, voilà. Et en attendant, ça c'est pour l'appel au don, l'appel à la grâce. Comment tu fais pour tes clients pour dire moi j'ai un problème maintenant de testament, j'ai 70 ans et le souffle court, qu'est-ce que je fais, monsieur Froissart? Eh bien, aujourd'hui, on a bien une solution, mais pour plein de raisons de discrétion, on ne souhaite pas forcément la partager publiquement. Voilà, mais on a quelque chose qui fonctionne très bien, mais qui, je trouve, un peu archaïque dans son fonctionnement. Donc, j'aimerais automatiser de manière plus officielle, parce que moi, je ne travaille pas dans ce cadre-là que pour mes clients. Voilà, mais bon, il y a des solutions qui ne sont pas celles que je viens d'exprimer. Il y a des solutions pour déflorer un peu le sujet. Il faut savoir que 24 mots, c'est divisible. Voilà, donc si vous divisez 24 mots, je vous laisse imaginer la suite. Puisque si vous manque un mot sur les 24, déjà, vous ne pouvez pas avoir accès à vos cryptos. Voilà. Donc il y a des choses que l'on peut mettre en place de manière assez logique pour peu qu'on prenne le temps d'y réfléchir. En tout cas, il y a des solutions aujourd'hui, quoi. Pratiques, mais pas forcément satisfaisantes. Voilà. Et une part de la sécurité, c'est de ne pas révéler non plus comment on fait. Voilà. Deuxièmement, il y a les questions des donations. C'est les questions des donations. Très souvent, comme je n'en veux pas au notaire en personne, c'est une profession que je n'en veux pas pour ça. Il y a peu de notaires qui font des transactions crypto. Donc peu de notaires qui se rendent compte du fonctionnement d'une donation d'un actif comme celui-ci. Et donc, il y a, pareil, un protocole à respecter dans le cadre d'une donation, notamment dans ce qu'on va mettre dans la donation, parce que je pense qu'on peut mettre un certain nombre de détails qui souvent n'y apparaissent pas, notamment parce qu'il faut savoir que tout est horodaté sur les blockchains. Et à partir du moment où tout est horodaté, eh bien, on peut très bien exprimer
le montant de la donation exact, et non pas des montants totalement approximatifs comme j'ai pu le voir. Et ce qui pose un vrai problème, c'est que quand on est approximatif, il faut savoir qu'avoir des valeurs de la veille sur des cryptos, si ça ajoute 10%, c'est-à-dire que globalement, si la crypto a monté de 7 ou 8% dans la nuit, eh bien, là où vous donniez 100 000 euros, il n'y avait pas d'enjeu puisque c'était exonéré de droits de donation. Mais si c'est 107 000 euros et que vous avez 3 enfants, eh bien, vous avez 21 000 qui sont passibles de droits de donation. C'est la responsabilité de qui ? Eh bien, pour moi, c'est la responsabilité de l'officier ministériel qui est percepteur de l'impôt. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a des choses à faire, des protocoles à organiser qui sont très simples, mais vraiment très simples, mais sur lesquels il faut qu'on s'entende pour sécuriser les clients. Voilà. Et enfin, il y a un dernier sujet, c'est une marotte. On en a parlé avec... déjà, on a un peu ouvert le sujet dans AGFI Actif avec Régis Vabre. On a fait un article pratique, un cas pratique dans AGFI Actif. Et avec le professeur Régis Vabre, on a parlé du démembrement. Ne pourrait-on pas démembrer un portefeuille de cryptoactifs ? C'est ma marotte parce que je suis persuadé qu'on peut le démembrer. Pratiquement, c'est pas gagné. Juridiquement, c'est pas du tout gagné, c'est pas encadré. Mais je pense qu'on a des capacités d'y répondre, soit en termes de droit, en termes de définition juridique de droit et donc de fiscalité, et ensuite de le déterminer aussi au niveau technique. On a une manière technique d'y répondre, on a quelques idées, mais pour l'instant qui sont vraiment de la recherche et sur lesquelles on en a parlé récemment avec l'avocat fiscaliste Dominique Laurent qui m'aide beaucoup à discuter sur ce sujet. Alors où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche? Tu es nantais? Alors on peut me trouver entre Paris, la Vendée et Bordeaux, voilà, les bureaux de Montaigne Conseil, Montaigne Patrimoine sont depuis très longtemps à Bordeaux. On est juste à côté du stade de rugby, le stade Chabon, précise. Voilà. C'est pas qu'on n'est pas footeux, mais c'est qu'on aime bien. Voilà, moi, je suis ancien joueur, j'aime bien ce sport-là. Mais les personnes qui s'occupent de la crypto pour nous sont plutôt sur Paris. Ensuite, on a un site internet. www.montaignepatrimoine.fr. Et si vous êtes intéressé pour travailler avec nous sur les cryptos, eh bien, en dehors du formulaire de contact, vous pouvez directement aller sur la page des forfaits et vous pouvez souscrire un forfait crypto en fonction de l'encours sur lequel vous pensez aller. C'est-à-dire, si vous allez penser aller sur un encours de 25 000 euros ou un encours de 150 000 euros, ce n'est pas exactement le même forfait. Et nous, on a un fonctionnement extrêmement simple en termes de facturation. On facture de manière dégressive l'encours. C'est-à-dire que vous avez un encours de crypto, et cet encours de crypto, il y a des frais dégressifs par rapport à l'encours. Et ensuite, quand on fait du rendement, c'est pareil, il y a des frais dégressifs sur le rendement. C'est sûr que quand quelqu'un arrive avec 25 000 euros, quelqu'un arrive avec 2,5 millions, eh bien, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais on essaie toujours de faire quelque chose d'équilibré pour que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le dire, parce qu'on touche à l'argent, etc. Pour autant, j'espère bien qu'on va continuer à travailler ensemble. On a des idées, on réfléchit, on échange. Mais c'est un plaisir de te recevoir, Louis, et à bientôt, j'espère. Écoute, moi, c'était un grand plaisir de prendre le temps d'aller sur cette mythique chaîne Grand Angle Crypto. Si, c'est un mythe. Je vois que je passe après des gens qui sont quand même éminents, et donc j'imagine avant d'autres qui sont d'autant plus éminents. On a une vraie passion, une vraie conviction. Enfin, nous, on a toujours fait comme quand c'était sur le crowdlending ou d'autres choses, on a toujours travaillé des investissements par conviction. Donc, on a une conviction très forte. Et malgré le fait qu'on ait une conviction très forte, on ne fera pas d'imprudence pour nos clients. C'est très important de savoir que ce n'est pas parce qu'on a des convictions qu'on est aveugle non plus. On regarde ce qui se fait et la cohérence veut qu'on soit investi à 2% de son patrimoine en crypto. À titre personnel, j'ai dépassé cette limite parce que j'y crois plus fortement, sans faire non plus d'imprudence. Voilà. Merci encore, à très bientôt. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.